Bon, bon. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. Cher Monsieur Buffet, sénateur du Rhône, cher Monsieur Vauclair, directeur de Marc Hillery, chères étudiantes et chers étudiants, chers intervenants, vous êtes nombreux parmi nous ce soir. Chers collègues directeurs et directrices d'autres écoles faisant partie du groupe Compétences et Développement, cher Monsieur Scapetici, directeur du pôle OMD, cher Monsieur Juzo, grâce à qui nous avons pu mettre en place cette belle conférence ce soir. J'ai le grand plaisir de débuter cette conférence d'ouverture de notre cycle 2022-2023 avec notre prestigieux invité, démontrant ainsi qu'à Lyon comme à Paris, nos étudiants pourront rencontrer des témoins, experts, de grands professionnels qui leur permettront de prendre de la hauteur. Notre objectif est de vous permettre de dialoguer, de vous informer, de débattre autour de thématiques qui vous intéressent et qui vous seraient précieuses. Ce cycle de conférences devrait vous mener à vous améliorer, vous épanouir professionnellement, mais peut-être aussi personnellement, et vous enrichir en termes de capacité et d'expérience. Ces moments de discussion représentent également une ouverture d'esprit, un partage de compétences et devraient énormément contribuer à votre parcours. Votre participation joue un rôle essentiel pour cette réussite et la mise en place de cohésion. Comme je vous disais la semaine dernière lors de nos rentrées, vous êtes les acteurs du changement. Et nous comptons sur vous pour illustrer votre excellence et démontrer votre capacité d'analyse. Pour cela, nous avons élaboré un riche programme de thèmes qui vous permettront de vous épanouir et de développer votre potentiel. Nous sommes ravis de pouvoir accueillir pour la première fois dans nos locaux Monsieur le sénateur Buffet. Il vous présentera ses réflexions et son travail sur les liens entre l'immigration et la géopolitique. Merci pour votre confiance, pour votre présence. Bienvenue à Hillery. Bien, ça marche. Oui, donc bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Ça me fait plaisir de voir des têtes connues et des têtes moins connues. Je suis ravi de vous retrouver pour ceux que je connais déjà et de vous accueillir pour les autres. Monsieur le sénateur, Madame la directrice, Monsieur le directeur, Mesdames et Messieurs les intervenants, chères étudiantes et chers étudiants, je suis vraiment donc ravi de vous offrir le privilège d'ouvrir ce premier cycle de conférences lyonnaises. Ce cycle s'inscrit grâce à Monsieur le sénateur dans un cadre que vous connaissez sans doute déjà si vous avez suivi l'Hillery en ligne et dans son histoire. Comme vous savez, l'école qui a été fondée en 1948 par René Cassin a essayé au mieux de ses possibilités et de ses capacités de l'ouvrir au plus grand nombre de voies possibles. Le L de l'Hillery, qui, donc, comme vous le savez, est au départ pour définir une école privée, est devenu un L de liberté auquel nous sommes très attachés et j'espère que vous toutes et vous tous, eh bien, vous ferez vivre cette liberté dans les limites évidentes de la courtoisie et du respect de l'autre, mais néanmoins dans finalement justement l'expression de tout ce qui vous semble important et de tout ce que vous pouvez et savez dire. Nous avons donc la chance aujourd'hui d'avoir avec nous un des plus importants sénateurs de notre République, puisqu'il est le président de la commission des lois, qui est une commission qui, ne serait-ce que par son nom, vous dit son importance. Et je crois que s'il y a bien quelque chose que M. Buffet a pu démontrer, eh bien, c'est qu'il était la vivante réponse à la citation célèbre de Victor Hugo, sénateur, montrez que vous êtes nécessaire. Que ce soit à Oulin, que ce soit dans le Grand Lyon ou que ce soit pour la France. Donc, Monsieur Buffet a toujours essayé de démontrer qu'il était attaché, comme nous tous, j'espère, à la liberté, l'égalité et la fraternité qui font le cœur battant
de la France que nous aimons. Et je crois qu'il a essayé, toujours avec une honnêteté intellectuelle qui fait toute la dignité de la recherche intellectuelle, il a essayé de répondre à des questions qui étaient des questions difficiles. Et aujourd'hui, il vient vous exposer les débuts de réponse et les réflexions dans leur ensemble qui l'ont mené à avoir l'opinion qu'il a. Ça n'est évidemment pas une opinion que vous avez à partager, mais c'est une opinion qu'il est intéressant d'entendre, que vous pouvez évidemment partager, embrasser, accompagner, mais vous pouvez aussi, et vous en avez tout à fait le droit, vous opposer. Vous aurez toute l'occasion, donc comme dans toutes les conférences de l'ILERI, d'avoir un temps en fin de session pour poser vos questions. N'oubliez néanmoins pas que vous êtes de jeunes diplomates en apprentissage et qu'il est toujours bon, quelles que soient vos émotions, de laisser parler la raison. Le fait est que nous sommes vraiment très heureux d'avoir parmi nous un des plus grands spécialistes politiques de la question migratoire, puisque que ce soit en 2005, 2006, que ce soit en 2014, eh bien, M. Buffet a proposé, rapporté sur la difficile question de l'immigration au Sénat, et donc son travail a été salué, que ce soit à gauche comme à droite, et c'est véritablement un honneur et un privilège pour nous que de l'avoir ce soir. Donc, j'espère que cette première conférence vous donnera envie de venir aux suivantes et puis de faire parler, comme à Paris, nos étudiants parlent des grandes conférences de l'ILERI, de faire parler, donc, que ce soit sur les réseaux sociaux ou avec vos amis, le fait que vous avez la chance de rencontrer des grands acteurs d'aujourd'hui. Donc, merci à vous, Madame la directrice, et merci à vous, Monsieur Juzo, d'avoir organisé cette conférence, et je vous laisse la parole en vous remerciant de votre attention et en vous souhaitant la meilleure des soirées. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors, je m'appelle Jean-Baptiste Juzo, je suis intervenant en 4e et 5e année. Je suis avocat, comme notre invité du jour, qui est mon confrère. Bienvenue, cher confrère. Alors, on va se vous voyez, on va faire comme à la télé, on se vous voit quand il y a du monde. François-Noël Buffet a été maire de Oullins, certains peut-être connaissent Oullins. Et puis ensuite, depuis 2004, François-Noël est parlementaire, il est sénateur. Donc c'est important, peut-être que dans vos études, vous avez entendu parler de la séparation des pouvoirs, des parlementaires, et vous êtes tous demandé à quoi ça servait un sénateur. Eh bien ce soir, vous allez pouvoir en juger. Un sénateur, ça sert à contrôler l'action du gouvernement, et ça sert aussi à apporter des réflexions aux décisions qui sont prises. Et je prends une citation de François Noël qui disait « Nous réclamons les moyens d'exercer notre pouvoir de contrôle sur le gouvernement, car c'est une garantie du fonctionnement démocratique. » Donc là, vous avez vraiment l'illustration de la démocratie devant vous. Le Sénat est l'un des gardiens des libertés individuelles et publiques, et cela d'autant qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'Assemblée nationale qui fait le job. Je n'ai rien contre les députés, dit le sénateur, mais les circonstances de travail et la dépendance de la majorité des députés vis-à-vis de l'exécutif les empêchent de mener à bien ce travail de contrôle. Donc vous avez devant vous un homme indépendant, libre, et qui va vous parler d'un sujet très délicat qui est celui de l'immigration. Et l'immigration est souvent vue sous divers prismes, mais ce soir, on va essayer de le voir sous un prisme très particulier. Et je ne sais pas si vous aviez déjà réalisé que l'immigration, c'est un des éléments constitutifs aussi de la géopolitique. Le président de la République est allé en Algérie il y a quelques jours, et un des sujets qu'il a évoqué, c'était celui des visas, par exemple. Parce que l'immigration entre la France et l'Algérie, il y a des enjeux politiques et géopolitiques. La guerre en Ukraine, vous voyez qu'aujourd'hui, on a un problème de gestion des réfugiés. La géopolitique est liée à l'immigration. Rappelez-vous, quand il y a eu la guerre en Syrie, il y a eu à gérer des réfugiés. Il y a un lien donc entre l'immigration et la géopolitique. Et donc le sénateur a commis plusieurs rapports. Ce soir, il va vous en parler. Et vous avez toute liberté pour lui poser des questions. Et comme on dit maintenant, on va parler directement du producteur au consommateur. Donc, monsieur le producteur, la parole est à vous. Nous vous écoutons. Immigration géopolitique. Bien sur le menton comme un animateur de télévision. Vous m'entendez à peu près? Bien. Madame la directrice, monsieur le directeur, cher maître, mon général, mesdames, messieurs, je suis assez impressionné en fait d'être devant vous ce soir.
D'abord, vous êtes nombreux. Et ensuite, la pression qui vient d'être mise sur mes épaules est importante. Beaucoup de qualificatifs, beaucoup de gentillesse. Mais du coup, je suis obligé d'en tenir compte pour m'exprimer devant vous. Plus modestement, je suis effectivement avocat à Lyon depuis 1990. Je suis très vite tombé dans la politique en réalité. J'ai été élu pour la première fois en 1990 également à Oulin et je suis devenu maire de cette commune en 1997. J'étais au même moment vice-président de la communauté urbaine de Lyon, qu'on appelle la métropole aujourd'hui. J'ai été réélu maire à 3 reprises, donc j'ai été maire pendant 20 ans, élu municipal pendant 30 ans, et je suis devenu sénateur en 2004. J'étais encore le Benjamin. Je suis arrivé au Sénat, j'étais le Benjamin, mais ça ne dure pas longtemps. Ça passe assez vite. Et je suis toujours au Sénat depuis 2004 et président de la commission des lois depuis le mois d'octobre 2020. Donc finalement, je fête pratiquement avec vous mes 2 ans de présidence de la commission des lois. Je suis content que ça se passe à Lyon de surcroît. Alors, je voudrais peut-être vous dire que effectivement la thématique migratoire, le sujet qui a été proposé, est en fait au cœur de mon engagement parlementaire et a constitué l'objet de nombreux travaux depuis mon entrée au Sénat, que ce soit comme rapporteur des principaux projets de loi relatifs à l'immigration de ces dernières années, il y en a eu de nombreux, ou dans le cadre de travaux de contrôle que nous avons rendus sur ces thématiques. À titre d'exemple, en mai dernier, j'ai publié un rapport d'information intitulé « Services de l'État et immigration, retrouver sens et efficacité » qui fait le point sur les 4 principaux défis qui existent auxquels la France d'aujourd'hui est confrontée en termes de politique migratoire. La simplification du contentieux des étrangers, la modernisation des procédures d'instruction des demandes de titres, la réforme de la politique d'asile, c'est autant de questions qui peuvent faire l'objet de débats, et enfin le renforcement de la politique d'éloignement. Ces différentes expériences m'ont permis de mesurer combien il est illusoire d'aborder la question de la gestion des flux migratoires sous un prisme uniquement national. Dans un monde aujourd'hui globalisé, où les évolutions technologiques, et vous entends pianoter sur vos ordinateurs, ont considérablement facilité les mobilités ou certaines frontières, pas toutes, nous y reviendrons, se sont progressivement effacées au gré de la création de zones de libre circulation. L'échelle d'analyse est évidemment européenne, mais je crains bien que cela soit désormais dépassé et qu'elle soit en réalité mondiale. C'est bien là d'ailleurs tout le sujet de ce soir. Et je voudrais remercier à nouveau le directeur, la directrice et mon confrère Juzo de m'avoir demandé et d'avoir organisé ce débat. Premier point, s'il en est un, c'est qu'en préalable à mon propos de fond, il me paraît indispensable de procéder à un petit effort de définition et de définition des termes. Le sujet de l'immigration est en effet souvent, peut-être malheureusement trop souvent, propice aux caricatures et la tenue d'un débat public apaisé nécessite de se mettre d'accord au minimum sur la caractérisation du phénomène et, dans le meilleur des cas, sur sa qualification. C'est un premier effort qu'il faut s'obliger à faire. Je commence donc par le terme d'immigration, la définition la plus évidente, parce qu'aujourd'hui on mélange beaucoup de choses quand on parle d'immigration. La définition la plus évidente et la plus consensuelle est, à mon avis, celle qui est donnée par l'Organisation des Nations Unies du migrant international, à savoir celui qui est né dans un pays et qui vit pour une durée supérieure à 1 an dans un autre pays que le sien. L'être né dans un pays, vivre dans un autre pays, ça paraît assez compréhensif, mais la durée d'1 an fait partie des critères pour définir précisément ce qu'est l'immigration. Le point clé est donc, d'une part, le franchissement d'une frontière qui différencie les migrants internationaux des migrants internes,
lesquels sont, soit dit en passant, 2,5 fois plus nombreux que les premiers. Vous avez 270 millions de personnes en 2019 qui sont ce qu'on appelle des migrants internationaux, pour 740 millions à la même date qui sont considérés comme des migrants nationaux. Il serait toutefois simpliste, je crois, d'aborder l'immigration comme la seule somme de flux de migrants internationaux, car il n'existe pas une immigration, mais plutôt il existe des immigrations. Pays d'origine, route migratoire empruntée, motifs des migrations, nous avons là autant d'éléments qui différencient les parcours migratoires entre eux et nous imposent de ne pas analyser l'immigration comme étant un simple phénomène de caractère homogène. Prenons l'exemple français. Le ministère de l'Intérieur a délivré près de 270 000 titres de séjour en 2021. 270 000 titres de séjour en 2021. Parmi ceux-ci, 30% des titres délivrés le sont pour des motifs familiaux, 30% pour des motifs étudiants, peut-être certains d'entre vous ici, 15% pour des motifs humanitaires, ce qui inclut les titres accordés, évidemment, la partie humanitaire, accordés aux bénéficiaires de l'asile et de la protection subsidiaire, et seulement 13% pour des motifs économiques. C'est dire que l'émigration se fonde sur plusieurs motifs, et ce que vient de faire la France en 2021, en accordant ces titres de séjour, montre évidemment la diversité des personnes, la diversité des raisons qui amènent les étrangers à venir en France. À cet ensemble, vous devez rajouter l'immigration irrégulière, en provenance de nombreux pays d'origine, selon des voies de passage nombreuses. Je dis voies de passage, et parfois même diverses, parfois même très organisées, même extrêmement organisées. Quantifier cette immigration n'est pas toujours facile, il faut bien le dire, mais certains indicateurs permettent d'approcher en partie le phénomène, et on se base officiellement, pour essayer d'avoir un chiffre à peu près juste, on se base souvent sur le chiffre donné par l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État, c'est, comme son nom l'indique, une aide accordée aux étrangers en situation irrégulière sur le territoire national depuis plus de 3 mois. Et en 2020, c'est 370 000 personnes qui ont bénéficié de l'aide médicale d'État. Donc, c'est un premier chiffre, ce qui explique à peu près que l'immigration irrégulière sur le territoire national est au moins de ce chiffre-là, ou de ce nombre-là, mais tous les spécialistes considèrent qu'en réalité, c'est bien plus, et que probablement, on est plus proche des 500 000 personnes que des 370 000 officiellement présents. Bien évidemment, le pays d'origine des intéressés ou leur situation économique et sociale peuvent varier du tout au tout selon la composante de l'immigration que l'on étudie plus particulièrement. C'est donc l'ensemble de ces réalités que le terme d'immigration englobe, et il est impératif de garder cet élément à l'esprit quand on évoque ce sujet. Venons-en au terme géopolitique, sur lequel je serai plus bref. La définition qui fait autorité, en réalité, est celle d'Yves Lacoste, pour qui la géopolitique englobe toute rivalité de pouvoir sur ou pour un territoire, entendu comme un espace géographiquement défini avec des frontières administratives ou naturelles déterminées. Deuxième point, on touche une difficulté lorsqu'il s'agit d'associer ces deux termes, car de fait, les applications géopolitiques du phénomène migratoire sont plurielles, si ce n'est infinies, et les angles d'attaque potentiels extrêmement nombreux. Spécialiste reconnu du sujet, je vous invite à lire ces productions, ces bouquins principalement. Catherine Wittol de Weden ne dit pas autre chose dans son ouvrage qui s'appelle « La question migratoire au XXIe siècle » et qui fait aujourd'hui référence. Je me permets de la citer. « L'appréhension de ce thème du point de vue des relations internationales n'a fait l'objet que d'investigations partielles. Une pluralité d'approches étudie respectivement les politiques de l'État dans la maîtrise des flux migratoires, la recomposition des frontières et leur transgression, les dynamiques d'appartenance et d'exclusion, les effets de la migration sur le développement des pays d'origine, les politiques à l'égard des réfugiés et leurs liens avec les États, la gouvernance mondiale des migrations. Voilà
une petite première liste qui vous permet d'appréhender la complexité, en tous les cas, du sujet quand on veut essayer de rationaliser une discussion entre géopolitique et immigration, et surtout immigration. Pour pallier cette difficulté, je vous propose dans mon intervention une approche un peu plus modeste en termes de relations interétatiques uniquement. Il ne s'agit pas ici d'étudier sous un angle académique les implications géopolitiques des flux migratoires. D'autres sont plus qualifiés que moi pour le faire, mais de partir de l'expérience de parlementaire qui est la mienne, qui s'est spécialisée sur ces sujets depuis maintenant presque 20 ans, enfin 18 en tous les cas, et essayer de vous donner un aperçu de la manière dont la question migratoire est appréhendée et traitée dans la sphère politique, y compris d'ailleurs dans sa dimension internationale. Pour ce faire, je vais aborder en 3 temps. D'abord, il me paraît indispensable de dresser un panorama de la situation migratoire actuelle. Cela peut sembler évident, mais nous nous situons dans une période de profonde mutation des flux migratoires. Viendra ensuite la question de l'immigration et des relations internationales à proprement parler. 2 points ici sont essentiels. Premièrement, les flux migratoires sont un reflet des équilibres internationaux et de leurs soubresauts. Ça, c'est incontestable. Et deuxièmement, l'immigration est également un objet autonome des relations internationales, c'est-à-dire que l'immigration est souvent utilisée pour établir, créer un rapport de force, ouvrir une discussion, en tous les cas, jamais pour ce qu'elle est vraiment, mais pour l'objet qu'elle représente. Ça va être un sujet aussi important. Et on aura quelques exemples. Commençons par l'état des lieux. Le constat s'impose d'emblée. Les flux migratoires connaissent une expansion constante sur la période récente. Quand je dis la période récente, c'est 20e siècle, début du 21e. Si l'on analyse la situation mondiale et que l'on reprend les données mentionnées par Madame de Véden dans la dernière édition de son Atlas des migrations, qui est sorti il y a quelques mois, un peu avant l'été, les ordres de grandeur sont les suivants. 1 milliard des habitants de la planète sont en situation de mobilité. Les 3/4 étant des migrants internes et le quart restant des migrants internationaux. Ces migrations internationales se sont largement démocratisées depuis un demi-siècle, puisqu'elles concernaient 77 millions d'individus en 1975, 220 millions en 2010 et 272 millions en 2020. Les facteurs explicatifs de ces phénomènes sont nombreux. Certains sont même de caractère structurel. C'est le cas des inégalités de développement, du progrès technologique qui a singulièrement facilité les mobilités et surtout du facteur démographique. À l'horizon 2050, l'Inde sera ainsi le premier pays au monde en termes de population avec 1,7 milliard d'habitants. Et le continent africain multipliera ce chiffre par 4 pour atteindre à lui seul 4,5 milliards d'habitants, avec des répercussions évidemment sur les flux migratoires. D'autres facteurs sont de caractère conjoncturel et ont trait à l'évolution du contexte international. Paradoxalement, la paix comme les conflits ont un impact sur les flux migratoires. Côté pile, la chute du rideau de fer en Europe, bien sûr, puis la mise en œuvre de l'espace Schengen en 1995 ont favorisé la circulation internationale. Côté face, le déclenchement du conflit syrien en 2011 a par exemple été à l'origine d'importants déplacements forcés d'une population en quête d'un refuge face à des violences ou des affrontements d'une rare violence plus exactement. Cela m'amène à la situation européenne. Comme le relève justement d'ailleurs Gérard-François Dumont dans un article récent qui s'appelle « L'immigration en Europe », il est parfois difficile de s'y retrouver entre ceux qui dénoncent une Europe passoire et ceux qui s'insurgent contre une Europe forteresse. Si l'on se réfère aux données chiffrées figurant dans l'article, un constat s'impose. L'Europe est avec plus de 80 millions d'immigrants dans sa population, soit 11% de sa population totale, l'un des 2 grands espaces mondiaux d'immigration avec l'Amérique du Nord. 60 millions d'immigrants représentent 16% de sa population pour l'Amérique du Nord. Cela tient premièrement à des facteurs historiques et deuxièmement à une combinaison géopolitique particulièrement explicitée par M. Dumont. L'Europe possède des facteurs d'attractivité importants, tandis que son environnement proche se caractérise par des facteurs de répulsion également significatifs. Ce que de manière un peu commune, on dit l'îlot européen attractif, j'allais presque dire, dans un monde de développement et de richesse, et autour de lui,
des territoires en grande difficulté, en développement certes, mais souvent en grande difficulté, voire même engagés dans des conflits, constitue évidemment une sorte d'Eldorado, enfin, ce que l'on croit être un Eldorado, ce qui s'avère parfois même plutôt l'inverse. Côté attractivité, on retrouve la politique généreuse des pays du vieux continent, bien sûr, en termes d'asile, le développement de leur économie, mais également le fait qu'un nombre d'entre eux, en proie à une démographie déclinante, entendent répondre par l'immigration à des pénuries de travailleurs dans des secteurs en tension. Un exemple pas très loin de l'Allemagne, qui à un moment s'est trouvé en difficulté sur le plan démographique et qui a beaucoup ouvert ses frontières à une époque. Après en disant je referme, parce qu'elle avait été, Mme Merkel était allée très loin. Côté facteurs de répulsion, on peut notamment citer les multiplications des conflits dans l'environnement proche de l'Union européenne, d'abord en Libye, puis au cours des périodes des printemps arabes et surtout en Syrie. Si l'Europe est donc plutôt une terre d'accueil, elle a néanmoins été confrontée à d'importantes tensions sur le plan migratoire. Ce que l'on appelle plus exactement la crise de 2015. Bien que le terme de crise ne soit pas trop adapté à mon sens, est l'exemple le plus récent. Plus d'1,8 million personnes ont franchi irrégulièrement les frontières et ont été détectées cette année-là du fait de l'aggravation du conflit en Syrie. 1,8 million de personnes ont franchi les frontières. Certaines sont restées parfois en Turquie, parfois dans d'autres pays, mais 1,8 million. Cette situation avait mis à rude épreuve le dispositif d'accueil et avait révélé d'une part l'inadaptation profonde de la politique migratoire européenne. C'est incontestable que cette crise migratoire a placé l'Europe devant ses faiblesses et en réalité, alors qu'elle savait ce qui se passait, dans une incapacité à se préparer, à s'organiser pour accueillir les migrants. Et d'autre part, les divergences de taille existant entre les États membres sur le sens à donner à une réforme de cette politique. C'est-à-dire sur le fond, il y a un désaccord entre les pays européens sur la manière dont il faut gérer l'immigration sur ce territoire européen. Face à ces blocages, seule une solution de second rang a pu être trouvée. Rappelez-vous, ou peut-être que vous vous en souvenez pas, un accord de transit avec l'État turc, qui en réalité n'a pas été signé par l'Europe, mais a été signé par l'État turc avec les Grecs, moyennant évidemment une soulte payée par l'Europe en termes sonnantes et trébuchantes, pour que la Turquie accepte de garder sur son territoire les migrants venant issus de Syrie. Je me suis d'ailleurs, je suis allé en Grèce à l'époque sur l'île de Lesbos, et j'avais effectivement pu constater ce qui se passait et la situation de ces migrants. Je ne suis pas allé qu'ici, je suis allé aussi sur l'île de Lampedusa avec le président du Sénat, à la frontière bulgaro-turque, bien sûr, et sans parler, bien sûr, de Calais, simplement. J'ai dû y aller 5 ou 6 fois, à peu près à tous les moments de la crise. Et j'ai pu constater à quel point, en tous les cas, au tout début, en 2016-2017, l'Europe était absolument désorganisée et qu'il a fallu qu'elle apprenne quasiment sur place la manière de faire et essaye de mettre en place une procédure qui a été longue, mais qui aujourd'hui fonctionne à peu près. Vient ensuite la question épineuse de l'analyse de la situation de notre pays, la France. Celle-ci est d'autant plus délicate que, comme le relève M. Noiriel dans son ouvrage de référence qui est le Creuset français, les études sur l'histoire de l'immigration en France sont assez récentes, en fait, et trouvent leur point de départ au début des années 80. Récentes parce qu'on n'a jamais osé vraiment en parler, je crois. En tous les cas, regarder les choses en face. Et pour explorer l'histoire de l'immigration en France, plutôt que de m'appuyer sur des données présentées dans 2 ouvrages, présentées dans 2 ouvrages récents, il y a le livre écrit par M. Patrick Stefanini qui s'appelle Immigration. M. Stefanini était pendant longtemps le directeur en France du service central des étrangers, avant d'être lui-même au cabinet du ministre de l'Intérieur à l'époque et de commettre ce livre. Et le grand dérangement de Didier Lesky, qui est aussi quelqu'un de remarquable. Didier Lesky est le directeur de l'OFII. L'OFII, c'est l'Office français qui s'occupe de tous les sujets d'immigration, et notamment toute la formation des étrangers, l'accueil des étrangers sur le territoire national et vis-à-vis des réfugiés et ceux qui ont le statut de réfugiés en particulier, de leur accueil et de l'organisation de leur installation sur le territoire national. Si la France n'a pas toujours été un pays d'immigration, elle est progressivement devenue en réalité au gré de plusieurs vagues migratoires. Ainsi, le pourcentage des étrangers en France était de 1% en 1851.
Ce n'est pas d'aujourd'hui. De 2,6% en 1901, c'est déjà un peu plus près, contre environ 9% à 11% aujourd'hui, selon les différents comptages qui sont faits. En fait, on distingue 3 vagues. Une première dans les années 20, pour compenser les pertes du premier conflit mondial, d'origine italienne et polonaise principalement. Une deuxième entre 1945 et 1975, cette fois en réaction au second conflit mondial, toujours européenne, italienne, espagnole, portugaise. Et une troisième à partir des années 2000, extra-européenne cette fois. Comme le dit très bien d'ailleurs M. Didier Lesky, au premier chef, nos migrants viennent du Sud. Donc c'est un profond de sur le territoire national. Une fois ce contexte présenté, un élément frappe, il me semble, nous avons rarement autant parlé d'immigration dans le débat public que ces dernières années, ce qui explique, à mon sens, par 4 facteurs qui sont concomitants. Premier point, l'accroissement régulier des flux migratoires sur la période récente qu'on vient de décrire et qui les rend de plus en plus visibles. Et c'est aussi parce qu'une proportion plus importante qu'auparavant d'immigrés viennent de cultures éloignées des pays d'accueil. On est passé, il faut dire les choses telles qu'elles sont, d'une immigration européenne à une immigration qui est beaucoup plus large aujourd'hui, singulièrement très ouverte sur les pays du Sud. Deuxième point, la multiplication des discours nationaux présentant une réalité anxiogène de la question migratoire. Ça, je veux dire, on ne peut plus ouvrir la télévision aujourd'hui sans avoir un sujet de cette nature. Il est évident que tout État souverain doit pouvoir contrôler ses frontières, mais il serait également malvenu d'oublier les valeurs d'ouverture et d'accueil qui sont au fondement de notre pacte social. Charge à nous de définir les termes de cet indispensable équilibre, car il faut bien trouver cet équilibre. Troisième point, une forme de retour des frontières de plus en plus flagrante. On atteste d'ailleurs l'édification régulière de murs dont plus de 1000 km se situent sur le territoire européen. On pensait que la chute du mur de Berlin en 1989 était la fin de la construction de ces murs. Malheureusement, quelques années plus tard, nous continuons. Quatrième et dernier point, la mise en place d'une forme de compétition internationale en matière de gestion migratoire avec des modèles nationaux qui font office de modèles et sont source souvent de convoitises. C'est le cas du Canada et de sa stratégie d'immigration choisie ou sur mesure. Les autorités entendent accueillir 420 000 migrants permanents annuellement d'ici 2023 via un système de sélection fondé sur un permis à points. Preuve de l'attractivité de ce modèle à l'international, le Canada est régulièrement cité en exemple dans les débats parlementaires français. Et le Sénat, d'ailleurs, a voté lors de l'examen de la loi dite de Collomb, l'ancien maire de Lyon, qui a été mise à l'intérieur en 2018, un amendement qui est inspiré de ce système canadien visant à ce que le Parlement détermine des objectifs annuels d'immigration professionnelle. Nous n'avons jamais été jusqu'au point de fixer un nombre, mais en tous les cas d'avoir un débat qui fixe des orientations. C'est ce qu'on a appelé à une époque, où le président de la République de l'époque, qui s'appelait M. Sarkozy, avait appelé l'immigration choisie. Cinquième point, j'en viens au second point de l'intervention sur le lien entre immigration et relations internationales. C'est peut-être finalement là l'essentiel. Ce que j'entends mettre en avant ici est que les flux migratoires constituent d'abord un reflet des équilibres géopolitiques mondiaux et varient directement selon les évolutions du contexte international. Le lien est direct. L'exemple actuel le plus criant est probablement celui du conflit ukrainien. L'offensive russe en Ukraine, en février dernier, c'est pas vieux, a eu pour conséquence immédiate le déclenchement de très importants flux migratoires de civils cherchant à rejoindre par tous les moyens l'Union européenne pour fuir les hostilités. Au 22 septembre 2022, c'est-à-dire il y a quelques jours, le haut-commissaire aux réfugiés des Nations Unies estime à 7 400 000 personnes le nombre de réfugiés ukrainiens présents sur le sol européen et évalue à 4 millions le nombre d'entre eux qui sont couverts par le mécanisme de protection temporaire déclenché par la Commission européenne le 4 mars. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus de 7 millions ont quitté l'Ukraine, sont principalement, pour dire les choses, restés en Pologne ou dans les territoires environnant leur pays avec l'espoir bien normal de pouvoir y retourner dès que cela serait possible. Et d'autres sont venus dans l'Europe, plutôt dans l'Europe de l'Ouest, mais plutôt en allant vers l'Espagne. Il y a une forte diaspora ukrainienne en Espagne, finalement très peu en France en réalité, un nombre assez limité. Et ils ont tous bénéficié d'un dispositif prévu en Europe, qui est la protection temporaire, qui a été déclenchée très très vite. C'est une des premières fois qu'elle a été utilisée.
Habituellement, la protection temporaire ou le statut de réfugié est accordé par les offices de réfugiés de chacun pays de l'Europe. En France, c'est l'OFPRA qui accorde soit le statut de réfugié, soit ce qu'on appelle la protection temporaire, qui est un système de protection un peu plus souple. Là, en l'occurrence, c'est l'Europe qui a décidé de mettre en place et de déclencher ce dispositif. On voit bien avec cet exemple que les évolutions des flux migratoires sont indissociables, évidemment, des relations internationales. Ceci ne serait jamais arrivé si M. Poutine n'avait pas agressé l'Ukraine, bien sûr. D'autre part, elle a obligé aussi l'Union européenne à opérer très rapidement une montée en puissance de ses capacités d'accueil. Je suis allé, moi, avec une délégation de la Commission des lois à Varsovie au mois d'avril dernier, alors que la Pologne accueille près de 34% des réfugiés ukrainiens. J'ai pu réaliser l'importance des moyens déployés pour garantir un accueil digne et efficace. Ils sont très, très organisés, très structurés, et ils sont sacrément, en tous les cas, il ne se passe pas en 2022 ce qui s'est passé en 2015 ou en 2016 en Grèce ou en Italie. L'accueil est parfaitement structuré aujourd'hui, organisé, avec les contrôles nécessaires, parce qu'il y a des contrôles évidemment, et les choses se passent à la fois, j'allais dire clairement, fermement, mais humainement aussi, ce qui est un point, bien sûr, essentiel. D'ailleurs, les réfugiés ukrainiens qui arrivent en Pologne, après être accueillis, reçoivent un numéro particulier, comme un numéro de sécurité sociale en France, et ça leur ouvre évidemment tout de suite des droits, ce qui permet de fonctionner. Voilà ce que je souhaitais vous dire. 300 000 réfugiés, d'ailleurs, ont bénéficié de ce dispositif. Sur le plan politique, le conflit ukrainien a indubitablement redistribué les cartes entre les partenaires européens, alors que les négociations autour du pacte migratoire présenté par la commission Juncker en 2016 avaient achoppé sur la très sensible question de la répartition des demandeurs d'asile entre les États membres. Un consensus européen s'est cette fois immédiatement établi entre les États membres en faveur de l'accueil massif des ressortissants ukrainiens. Les traditionnelles divergences entre les pays de première entrée, partisans de plus de solidarité, et les pays du Nord, partisans de plus de responsabilités, ont été reléguées au rang du souvenir en l'espace de quelques jours. Parce qu'il y avait au sein de l'Europe une appréhension divergente. Les pays, j'allais presque dire, plus à l'ouest sont favorables à une répartition des réfugiés sur le territoire européen, et les pays qui étaient les plus à l'est étaient défavorables à cela. Mais il s'est avéré que la crise ukrainienne a bousculé les choses, et de ce fait, les pays du groupe de Visegrad ont évolué. À l'avenir, la sensibilité des flux migratoires aux évolutions du contexte international devrait s'amplifier, ne serait-ce que par les effets du réchauffement climatique. Voilà un autre élément qui n'existait pas il y a 15 ans, qui n'existe, enfin en tous les cas pas dans les proportions qu'on connaît aujourd'hui, et qu'il faut bien sûr anticiper. À titre d'exemple, le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies estime que les catastrophes naturelles directement en lien avec le réchauffement climatique ont géré en 2021, c'est pas vieux, le déplacement de 23 700 000 personnes en déplacement interne. 23 700 000 personnes. Soit plus que les déplacements causés par les conflits. Les conflits, c'est 14,5 millions de personnes. Et selon les données publiées par l'Organisation internationale pour les migrations, près de 250 millions de personnes devraient devoir se déplacer d'ici à 2050 en raison exclusivement du réchauffement planétaire. Ainsi, le lien me paraît évident entre à la fois la situation internationale et l'immigration et naturellement le lien de causalité. Les évolutions de la situation géopolitique mondiale se traduisent directement par des mouvements de population, mais la question peut être également abordée dans l'autre sens, et il est possible d'analyser la question migratoire comme un sujet autonome de relations internationales. Et c'est sur ce point que j'en terminerai. La question de l'autonomisation des enjeux migratoires dans la sphère des relations internationales, deux exemples. Le premier, c'est la gestion des flux migratoires qui tend de manière croissante, il n'y a pas de reflux, à devenir un point à part entière dans un certain nombre de négociations internationales. Prenez l'exemple bien connu en France et que j'ai traité dans différents rapports, qui est celui de l'obtention des laissez-passer consulaires. Sujet, vous le savez que l'éloignement d'un étranger en situation irrégulière nécessite que le pays d'origine reconnaisse son ressortissant formellement par la délivrance d'un document, et ce document s'appelle un laissez-passer consulaire. Or, la France doit composer avec un faible taux de reconnaissance consulaire qui entrave très clairement sa politique de retour. C'est-à-dire qu'en fait,
un étranger en situation irrégulière sur le territoire national qui doit rentrer dans son pays d'origine parce qu'il n'est pas en situation régulière par définition, eh bien, est très peu souvent reconduit, faute d'avoir ces laissez-passer consulaires. De fait, à peine plus d'un laissez-passer consulaire sur 2 a été délivré dans un délai utile par les autorités consulaires européennes, c'est-à-dire 53%. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un délai pour le pays étranger pour donner sa réponse. Et si ce délai n'est pas respecté, évidemment, la personne reste sur le territoire national. Et certains pays font entraîner les affaires. Ce point suscite des difficultés d'une particulière intensité avec les pays du Maghreb, notamment, si bien qu'il figure en bonne place, d'ailleurs, à l'ordre du jour du dernier déplacement du gouvernement en Algérie. Il y a quelque temps, le président de la République s'est rendu en Algérie. Et on s'est bien rendu compte qu'il y avait une discussion sur ce point-là. Il y était allé notamment pour que l'Algérie accorde des laissez-passer consulaires. Il l'a obtenu, semble-t-il, moyennant plus d'étudiants. La preuve très pratique que l'immigration est un objet de négociation. Le manque de coopération, d'ailleurs, a fait que des mesures de restriction de visa avaient été adoptées par la France en 2021. Ces mesures limitaient à 1 sur 2 la délivrance de visas aux ressortissants marocains et à 2 sur 3 pour les ressortissants algériens et tunisiens. Ainsi, la question migratoire est au programme dans la plupart des espaces de dialogue internationaux. J'ai eu l'occasion de rencontrer un dirigeant marocain il y a quelques années maintenant à Rabat. La discussion était assez claire. Hein. Il y a peu de... Pour aller ensuite à Ceuta et Melilla, où les passages se font vers l'Espagne. Deuxièmement, il s'est développé sur la période récente un usage opportuniste de la gestion des frontières, soit comme un levier d'influence sur la scène internationale, soit comme une arme. Dans l'article qui a été écrit d'ailleurs par M. Dumont, dont je vous parlais tout à l'heure, il dit la chose suivante. Il dit qu'un pays repousse des migrants vers un autre pays que celui d'origine pour en tirer des avantages géopolitiques. Moi, je l'ai vécu, je l'ai vu en tous les cas, c'est vrai. Ce n'est pas un mensonge ce qu'il a raconté. Et mis en avant, alors la circonstance, évidemment, l'exemple le plus marquant, c'est celui de la Turquie, qui à partir de fin 2014 a sciemment relâché ses contrôles aux frontières en laissant les migrants en provenance de Syrie traverser son territoire pour se rendre en Europe. Alors que les dispositifs d'accueil européens étaient saturés, cette politique de rapport de force a porté ses fruits, puisqu'il y a eu un accord qu'on a évoqué il y a quelques instants, et que cet accord, voilà, je ne voulais pas vous dire de bêtises sur le chiffre, ça a été une négociation à 6 milliards d'euros, à charge pour l'Europe de le payer, évidemment, à Ankara. Un exemple qui est plus récent, et à bien des égards encore plus glaçant, il nous a été fourni il y a un an, au mois de novembre 2021, avec l'attaque hybride, si je puis dire, entre guillemets, déployée par la Biélorussie. Comme vous le savez, Minsk avait orchestré de toutes pièces une crise des réfugiés aux frontières de l'Europe, en acheminant sur son territoire des migrants en provenance du Moyen-Orient afin de les diriger vers la frontière polonaise où leur admission avait été refusée. Et le déplacement que j'ai fait à Varsovie, d'ailleurs en avril dernier, a été l'occasion d'aborder le sujet avec les ONG, et en particulier la Fondation Helsinki pour les droits de l'homme, qui avait constaté que la situation n'était alors, aujourd'hui où nous parlons, pas encore stabilisée. On parle beaucoup évidemment des conséquences de la guerre en Ukraine, mais ce point-là n'est pas encore stabilisé. Beaucoup d'inquiétudes sur des personnes qui sont bloquées à la frontière. Il y a une sorte de glacis qui est fait à cette frontière, et la situation personnelle des gens, personne ne peut y aller, en particulier pas les journalistes, mais encore moins les élus. On est donc là aussi dans une forme d'instrumentalisation qui est d'autant plus cynique que les flux migratoires, que contrairement au cas turc, il ne s'agit pas d'utiliser des routes migratoires existantes pour peser dans un rapport de force préexistant, mais bien d'en créer de nouvelles de façon tout à fait artificielle, avec pour seul objectif de tirer parti de la détresse humaine pour peser sur la scène internationale. Voilà un exemple très concret de l'utilisation de l'immigration à d'autres fins que celle de la réalité de ce qui peut exister à des fins de négociation internationale. À côté de ces situations extrêmes, les relations de la France avec certains de ses voisins peuvent aussi être en quelque sorte indexées sur les flux migratoires. Exemple nous a été donné par les flux irréguliers vers le Royaume-Uni, qui arrivent dans le Pas-de-Calais dans l'espoir de rejoindre les côtes britanniques par des embarcations de fortune, les small boats, on le voit parfois à la télévision. Je vous garantis que c'est des petits bateaux insupportables. On n'irait même pas à plus de 20 mètres de la plage si on devait avoir nos enfants qui devaient jouer avec ces bateaux. Là-dessus, ils montent à 10, 12 et ils se lancent au milieu de la Manche en espérant franchir la moitié de la Manche, en se disant on sera du côté britannique et on ne nous renverra pas en France. C'est ça l'enjeu, hein, ça n'est pas autre chose que ça.
fut une époque, les gens montaient dans les trains qui passaient sous le tunnel sous la Manche. Il y avait un nombre de gars qui se sont fait tuer impressionnant, ou montaient dans les camions de marchandises. Moi, je me souviens, je vous raconte cette petite histoire. À Calais, on va au port de Calais, et un matin à 10 h du matin, et où les camions sont contrôlés. Le système de contrôle, il est simple. Vous voyez à peu près les dispositifs, les lavages de voitures. Là. Ben là, il y a des grands trucs pour les camions, et c'est des radars qui contrôlent les marchandises à l'intérieur. Eh bien, à 10 h du matin, ils avaient déjà sorti du camion 20 personnes qui étaient cachées à l'intérieur. Et c'est toute la journée comme ça, parce que les gens font le maximum pour essayer de traverser du côté de la Grande-Bretagne. Et cette situation difficile que nous avons vécue, nous, du côté de Calais, traiter avec les Britanniques dans des conditions difficiles, a quand même une conséquence. Et la conséquence première, c'est que les Britanniques ont quitté l'Europe. Et qu'à l'époque, il y a eu un référendum pour quitter l'Europe. Et le sujet qui a créé cette situation, c'est d'abord la crise migratoire de 2015-2016. Et à l'époque, c'est comme ça que l'ancien Premier ministre anglais a gagné le pouvoir, a pris le pouvoir. La situation aujourd'hui est moins évidente pour les Britanniques, pas seulement sur le plan migratoire, mais de façon un peu plus compliquée sur le plan économique. Je ne suis pas sûr que si demain on devait revoter, ils fassent le même choix. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà les quelques pistes de réflexion sur cette affaire d'immigration. Il y a d'autres sujets, bien sûr, mais peut-être que les questions y viendront. L'immigration, quand on parle d'immigration, tout le monde mélange tout. Un réfugié, les demandeurs d'asile sont traités de la même façon que n'importe quel étranger en situation irrégulière, ou y compris même qu'un étranger en situation régulière. Donc il y a besoin d'avoir les idées claires. En matière d'immigration, il y a j'allais presque dire trois principes. Le premier sujet, c'est l'immigration régulière. Il n'est évidemment pas interdit pour un étranger de venir en France, à la condition qu'il respecte les conditions et les critères qui sont fixés par le pays, et notamment par la France, qui elle-même doit respecter les accords internationaux. Mais le premier sujet, c'est l'immigration régulière. Et là, il appartient évidemment à la France de décider quels critères elle veut pour que les étrangers restent régulièrement sur son territoire. Première chose. Ce qui va avec, le corollaire de ce qui va avec, et là la France est en situation de faiblesse, les choses ont un peu évolué, mais moins, c'est qu'une fois que un étranger est sur le territoire national, encore faut-il lui donner les moyens de pouvoir être sur le territoire national dans des conditions qui soient parfaitement normales, c'est-à-dire qu'il apprenne la langue, respecte les valeurs de la République, et qu'ensuite il puisse rentrer sur le marché du travail et faire sa vie, et qu'on ait suffisamment les contrôles nécessaires. Donc l'intégration est un sujet fondamental lié à l'immigration régulière. Ça ne concerne pas tous les migrants réguliers, ça en concerne une partie, tous les cas les plus fragiles, mais autrement, il faut impérativement que ce soit clair, ça. Deuxième sujet, l'immigration irrégulière. Ce sont les gens qui sont venus irrégulièrement sur le territoire national. En 2006, la source première de l'immigration irrégulière, c'était l'entrée régulière sur le territoire, c'est-à-dire les visas touristes. 30% des gens arrivaient régulièrement sur le territoire et ne repartaient jamais. Bon. On a une situation qui est très grave sur le plan de l'immigration irrégulière, sur lequel se cumulent deux aspects, des difficultés à obtenir les laissez-passer consulaires, je vous en ai parlé, mais également des procédures qui sont très très complexes en France, et donc dont on a proposé une simplification en accord avec le Conseil d'État au mois de juin dernier dans le rapport qu'on a rendu, pour essayer de simplifier les choses. Et puis vous avez un troisième aspect. Alors naturellement, on ne renvoie pas les gens dans les pays où leur vie est en jeu. Enfin, on fait quand même très attention. Et le troisième aspect, c'est les demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile, c'est différent. Quand on est demandeur d'asile, la France a signé la Convention de Genève, et la Convention de Genève, elle nous oblige, en tous les cas, et c'est normal, à pouvoir accorder, selon certains critères, le statut de réfugié à des gens qui arrivent sur le territoire national et qui vivent dans leur pays d'origine, où il y a un risque dans leur pays d'origine pour eux-mêmes, et un risque parfois vital, pour des raisons politiques ou des raisons de situation de guerre, par exemple, mais dans des cas très particuliers. L'OFPRA, cette année, c'est 120 000 demandes, demandes d'asile, et je crois qu'ils en ont accordé 25 ou 26 000. Peut-être 30 éventuellement avec l'édition de la CNDA. Donc, vous voyez, 30 000 personnes ont obtenu le statut de réfugié. Dans ces cas-là,
Ils sont protégés par la France. Ils peuvent rester naturellement sur le territoire et rentrer dans le dispositif national parfaitement normalement. Il n'y a pas de difficulté. Mais ceux qui n'ont pas obtenu l'asile, parce qu'une grande partie d'entre eux ne relèvent pas des critères de l'asile, rentrent dans ce qu'on appelle la masse des gens en situation irrégulière et donc dans les difficultés qu'on a à les renvoyer. Voilà. Et pour terminer et faire le lien avec la situation, les effets des situations internationales, en 2016, lorsque la crise est arrivée, la guerre en Syrie, les gens sont arrivés en premier pour se réfugier en Grèce, évidemment, et en Italie. Et l'Europe considérait que ce n'était pas en centre de l'Europe, donc ce n'était pas bien grave, quoi, hein. Ça pouvait bien se passer. Sauf que très très vite, les Grecs et les Italiens se sont retrouvés dans une situation impossible à gérer pour eux. Ce n'est pas qu'ils ne le voulaient pas. J'ai vu, les Italiens sont parfaitement organisés pour accueillir les gens qui arrivaient, mais ce n'était pas possible. Et en plus, c'est organisé un flux qui montait en direction de l'Allemagne notamment. Et je ne sais pas si vous ne pouvez pas vous rappeler peut-être, mais à cette époque-là, les gens fermaient les frontières. Cœur de l'Europe. Elle a utilisé les dispositions, sauf erreur de ma part, de l'article 23 de la Constitution des accords de Schengen, qui lui permettaient de pouvoir remettre des gardes aux frontières, notamment avec l'Italie. Et tout ce dispositif s'est mis en place avant qu'on réalise qu'il fallait quand même gérer l'ensemble de ces personnes correctement. C'est à partir de là qu'il y a eu, quelque part, une forme de répartition au sein des territoires des pays européens. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'une crise pas anticipée, pas préparée, un événement international majeur, une crise pas anticipée, pas préparée, ben ça crée forcément des catastrophes. Ça crée des catastrophes humaines, naturellement, mais ça crée aussi des tensions politiques énormes avec des conséquences politiques réelles. Les Anglais ont quitté l'Europe, c'est fait, n'en parlons plus. Les Allemands, après avoir annoncé qu'ils étaient prêts à accueillir, de mémoire, c'était 700 000 migrants, finalement se sont retrouvés avec 1,5 million de personnes sur leur territoire qui ont dit ben, nous, on vient chez les Allemands, et la moitié d'entre eux se sont retrouvés en très grande difficulté. Certains ne voulaient pas venir en France, voulaient aller en Angleterre, se sont entassés à Calais dans des conditions incroyables. Et c'est donc évidemment les conséquences d'un événement international. Et on a modifié la loi pour ça. C'est-à-dire que la conséquence immédiate, c'est que les pays ont modifié leur législation. Nous, on a modifié nos législations sur, à l'époque, c'était sur les conditions d'accueil, sur la répartition de l'accueil, sur certaines procédures qui ont été mises en place de contrôle des migrants, sur la lutte contre les réseaux clandestins. Car en réalité, beaucoup de migrants qui arrivaient en France sont arrivés via des réseaux clandestins qui leur faisaient payer mais une fortune. Une fortune. Je crois que de mémoire, pour venir d'Italie jusqu'à Calais, il fallait débourser entre 7 et 8 000 euros. Pour des gens qui avaient déjà déboursé dans leur pays d'origine, à peu près entre 10 et 15 000 euros. Et je ne parle pas de ceux qui arrivaient de Libye, sur l'île de Lampedusa, dont les familles étaient capturées en Libye, massacrées dans des geôles abominables, pour faire pression sur les familles pour qu'elles payent, pour que les gens puissent embarquer dans les bateaux et arriver jusqu'à Lampedusa quand ils y arrivaient, hein, naturellement. Donc voilà, la situation internationale, elle impacte directement les politiques migratoires des pays et les pays, donc de fait, à chaque fois, s'adaptent. La difficulté, de mon point de vue, en tous les cas, la stratégie de mon point de vue, c'est que chaque pays peut avoir sa stratégie migratoire, ça paraît parfaitement légitime, mais qu'en revanche, elle doit être claire, elle doit être transparente, elle est naturellement respectueuse des individus, ça c'est la base, et ça c'est pas négociable, mais elle doit être claire. Parce que moins les choses sont nettes, plus ça crée des frustrations, des risques de conflit, des situations difficiles, et toujours se préparer à une crise internationale. Il y en aura toujours des crises internationales, pour se permettre d'être en capacité d'accueillir correctement ou de ne pas accueillir. Et c'est tout l'enjeu européen aujourd'hui, avec le pacte migration qui était en discussion, qui a progressé un peu, mais insuffisamment. Et notamment, ça a eu pour conséquence, j'en termine par là, que l'Europe a remobilisé le système Frontex. Le système Frontex est un système de coopération entre les États européens pour protéger les frontières de l'Europe, ce qu'on appelle des pays tiers. Et à l'époque, M. Légéry, qui était le directeur, avait peu de moyens, mais la crise migratoire lui a boosté son budget. Et aujourd'hui, l'agence Frontex, qui s'appelle en fait l'Agence européenne des migrations, aujourd'hui, dont le siège est à Varsovie, c'est pour ça que je suis allé à Varsovie, eh bien, gère toute la protection des frontières extérieures de l'Europe. Donc ça, c'est une évolution qui singulièrement est liée à la situation internationale de 2015. Voilà, très vite, donc il y a bien un lien. Voilà, je pourrais répondre à quelques questions si vous le souhaitez. Mais j'ai été trop long, je crois. Merci.
Merci beaucoup. On va passer un petit temps de questions avec une liberté de ton pour tout le monde, avec de la courtoisie. Moi, j'avais 2 questions d'actualité. La première, il y a eu des élections hier en Italie. Est-ce que les résultats de cette élection sont les conséquences des non-décisions que l'Europe n'a pas prises au sujet de l'immigration? Et est-ce qu'il va y avoir des conséquences géopolitiques, entre autres si l'Italie ferme ses frontières? Où est-ce que vont aller ces routes de migration qui passent aujourd'hui par l'Italie? Est-ce qu'il va y avoir des conséquences pour la France ou pour d'autres pays? Ça, c'était la première question. Et la deuxième, si vous en êtes d'accord, vous avez parlé de la France. Et quelle est aujourd'hui la stratégie qu'a la France en la matière? Puisque souvent, dans les interviews que vous avez données récemment dans la presse, vous avez souvent reproché au gouvernement de ne pas vous donner une direction et que vous ne la trouviez pas. Donc voilà 2 questions. Quelle stratégie pour la France et l'Italie? Est-ce que c'est une cause ou une conséquence de ce qui s'est passé avec les précédentes crises migratoires? Comme les Britanniques, comme ce qui se passe un peu comme ce qui se passe en Suède, ce qui s'est passé en Italie, ce qui se passe en Italie, c'est évidemment une conséquence, principalement, pas que, mais des problématiques migratoires. L'Italie s'est retrouvée seule. Alors les Grecs ont su mieux gérer quasiment, mais l'Italie s'est retrouvée seule dans cette situation et ça fait partie des sujets. Je ne dis pas que ce soit le seul sujet. Le départ des Britanniques, c'est le seul sujet. Mais chez les Italiens, ce n'est pas le seul sujet, mais ça joue incontestablement. Quelles conséquences sur l'Europe? J'ai cru comprendre que la future Première ministre avait envoyé des signes positifs à Mme von der Leyen pour dire, parce qu'elle a besoin d'argent en fait de l'Europe, c'est toujours la même chose, pour dire on va essayer de travailler ensemble, on va avancer. Je ne crois pas qu'il y ait de conséquences en réalité sur la fermeture des frontières en Italie, c'est déjà le cas. L'Europe a déjà son contrôle à chaque frontière. Et quand Frontex intervient, elle intervient avec des policiers de chaque État. Donc ça, c'est déjà le cas. Les frontières avec la France et l'Italie, elles sont toujours aujourd'hui fermées. On est toujours dans le même dispositif juridique. Et donc, on a des gardes frontières partout. Donc, il n'y aura pas de changement très pratique, je crois. Enfin, je ne crois pas, en tous les cas, à un changement immédiat de la situation. En revanche, qu'il y ait une relation beaucoup plus ferme avec l'Europe sur les conditions dans lesquelles l'Italie et les autres pays européens qui sont en bordure de Méditerranée pour que les conditions soient plus fermes. Oui, ça c'est probable qu'il y ait une discussion de cette nature. C'est probable. Sur la France, moi ce que je reproche, mais depuis longtemps, c'est ce gouvernement, mais pas seulement. Il y a plein de choses à dire. C'est l'absence de clarté dans le propos. C'est-à-dire qu'en fait, on est un peu dans un scénario au fil de l'eau qui consiste à dire que bien, quand on veut, les conditions pour venir en France sont assez faciles. En réalité, enfin, quand je dis facile, il y a plusieurs façons de venir. Et en réalité, on ne traite pas bien les gens qu'on accueille. Je suis intimement convaincu de ça. Le système est très compliqué. L'intégration n'est pas suffisamment poussée et les moyens qu'on se donne pour intégrer les gens ne sont pas suffisants. Et comme on est sur un scénario au fil de l'eau, les flux sont très importants. Et je pense que ça, on n'est plus en capacité de pouvoir être dans cette situation-là. Pourquoi on n'est plus en capacité? Il y a 2 raisons. Il y a une raison d'abord, j'allais dire pratiquement budgétaire, d'organisation. Le système n'est pas adapté à ça. Et puis il y a une raison politique. C'est qu'aujourd'hui, une grande partie de la population, on alimente les populismes. Donc il faut faire très très attention à ça. Et donc, les populismes jouent là-dessus. Et donc, essayent de tirer profit de tout ça. Donc il faut quand même faire très attention et ne pas laisser un scénario se passer tel qu'il pourrait déboucher, comme dans d'autres pays, avec des violences ou des risques. Donc, la nécessité, elle est de clarifier. Moi, je ne suis pas... Certains disent plus de migrants sur le territoire national. Tout ça est ridicule. Ça ne tient pas 2 secondes. Enfin, c'est un argument... Il faut être bête pour dire ça. Et j'assume ce que je dis. Mais l'inverse, qui est de dire on accueille tout le monde, ce n'est pas possible non plus. Parce qu'on n'est pas en capacité de le faire. Et donc, vous avez un problème en matière d'immigration, qui est d'abord, il y a une législation nationale, alors que c'est finalement aujourd'hui un problème européen. Mais il faut que la France soit claire. Et par exemple, on peut dire, on privilégie l'immigration économique. Ah mais pourquoi il y a je ne sais pas combien de millions de chômeurs, pourquoi ils ne vont pas au boulot et qu'on fait venir les autres? D'abord parce qu'une partie de nos chômeurs ne veut pas travailler. C'est aussi ça la vérité. En tout cas, pas faire les métiers les plus en tension. Quels sont les métiers en tension? C'est les métiers de l'hôtellerie, c'est les métiers du bâtiment, c'est les métiers de service à la personne, qui sont des métiers difficiles, vraiment difficiles. Mais aujourd'hui, les nationaux ne veulent plus y aller. Bon, ça c'est clair. Et puis la deuxième chose, on a besoin aussi d'immigration qualifiée.
La France, qui est un grand pays au monde, ne va pas se refermer sur elle-même et ne pas avoir la chance de recevoir des jeunes étudiants de tout poil, j'allais presque dire, qui vont faire des études, qui vont apporter un plus intellectuel au pays et peut-être demain créer des entreprises, peut-être demain s'installer ou même repartir dans leur pays pour développer leur pays. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Enfin, c'est un message très fort que la France doit envoyer. Ça, c'est fondamental. Donc, on ne va pas se priver de ça. Et puis, je rappelle quand même qu'on est aussi dans un système international. C'est-à-dire que nous, nos étudiants français, il faut qu'ils puissent aussi partir. Il faut qu'ils puissent aller voir ce qui se passe ailleurs, créer leur expérience, revenir ou pas. Mais en tous les cas, on ne peut pas se fermer là-dessus. En revanche, on doit choisir. Immigration économique, on en a besoin. Donc, on dit, voilà, on a besoin d'immigration économique. On cherche dans tel domaine d'activité, tant de personnes, et on organise le système. Bon, on a moins besoin peut-être, il y a beaucoup d'étudiants, peut-être moins d'étudiants, il faut peut-être voir, mieux regarder comment on accueille, mais il ne faut pas empêcher les gens de venir étudier. Et puis, il y a l'immigration irrégulière sur laquelle moi je suis d'une fermeté absolue. C'est-à-dire que quelqu'un qui rentre irrégulièrement sur le territoire et qui se maintient irrégulièrement sur le territoire, eh bien, il doit rentrer, c'est les choses. Il se passe que celui qui a fait l'effort de venir sur le territoire, d'aller à l'école, d'étudier comme vous le faites, de chercher un boulot et de s'intégrer, en fait, de vivre en France avec les valeurs de la République, mais il finit par dire que ce n'était pas la peine, hein, les autres sont traités pareil que moi. Alors, pourquoi je ferais ça? Je connais des types qui sont très courageux, qui diront, mais moi je vais m'asseoir, je vais faire la même chose. Je vous parle très directement. Et donc, il faut bien que ceux qui rentrent irrégulièrement sachent que, évidemment, si on veut venir en France, on vient régulièrement et on a tout ce qu'il faut pour ça, pour vivre sur le territoire. Mais en revanche, quand on est en situation irrégulière, ce n'est pas possible. Et donc ça, on a besoin de plus de fermeté. Mais là, ce n'est pas tellement une question de volonté politique, c'est une question de procédure et de droit de procédures qui sont trop compliquées, qu'il faut simplifier. Et le Conseil d'État a fait un très très bon rapport, qui est le rapport de M. Stahl, dans le courant de l'année 2020, qu'on a repris au Sénat et que je vais bientôt transformer en projet de loi pour essayer de faire avancer les choses. Et puis les réfugiés, c'est un devoir de la France de protéger les gens. On a signé la Convention de Genève, on est là aussi encore un grand pays, et c'est notre devoir de protéger ceux qui méritent la protection. Mais une fois qu'ils sont protégés, il faut s'en occuper. Moi, je vous raconte une histoire. 2000, je ne sais plus quand, avant 2015, je crois, je fais une mission sur les centres de rétention, c'est-à-dire les lieux privatifs de liberté, centres de rétention administratifs. Et je viens à Lyon. Et à Lyon, on me dit, mais il y a une résidence d'accueil à Tassin-la-Demi-Lune qui accueille des réfugiés, mais des réfugiés qui ont reçu leur statut. Donc j'y vais. Et alors, j'arrive dans un truc, le directeur était désespéré, et il me dit, vous allez visiter. Et je visite, effectivement. Et qu'est-ce que je vois? Je vois un bâtiment en très mauvais état, des locaux pas terribles, majorité de femmes avec des enfants, qui étaient là depuis plus d'1 an. 1 an. Alors que la France leur a accordé la protection. Elles ont le statut de réfugié. Demain, elles peuvent faire ce qu'elles veulent sur le territoire, trouver un boulot, enfin, un travail, des études. Et ça faisait 1 an qu'elle était là. Et les heures de formation en français étaient ridiculement basses. Et le directeur me dit, je ne peux rien faire, pour une raison simple, c'est qu'en plus, mon établissement n'a pas de statut juridique en droit français, et que derrière, ben voilà, on protège les gens, mais on ne leur permet pas ensuite de faire leur vie en France. Alors, je me souviens très bien de ça. Je suis rentré au Sénat, et j'ai attrapé par les oreilles, je peux vraiment, enfin, bon, c'est pas très respectueux, le ministre de l'époque qui était M. Bernard Cazeneuve. Et j'ai dit, monsieur le ministre de l'Intérieur, ça ne va pas. On a fait un rapport écrit et on a obtenu, dans les 6 mois qui ont suivi, un statut pour ces établissements. On a obtenu des moyens budgétaires supplémentaires et des formations en français beaucoup plus importantes depuis le budget de 2018. Exactement, budget 2018. Donc ça a progressé. Ce qui veut dire que le rôle du politique, c'est d'aller constater, c'est le contrôle qu'on évoquait, c'est d'aller constater des choses comme ça, puis d'essayer d'y remédier. Moi, je pense que quand on a le statut de réfugié en France, on doit être très très vite dans le circuit, aider pour rentrer dans le dispositif et vivre sa vie, quoi. Et puis voilà, c'est tout, il n'y a pas d'autre chose. Mais quand on l'a pas, on l'a pas. Ça, c'est pas possible. Est-ce que vous avez des questions? On a un petit temps d'échange. Alors, vous vous levez et vous vous présentez avant de poser votre question, s'il vous plaît. Bonjour Monsieur le Sénateur, bonjour à tous, bonjour à tous. Emilien Schmitt, donc je suis étudiant en Bachelor 3 donc à l'IRI. Et donc j'ai eu la chance de faire mon stage à la direction zonale de la police aux frontières de la zone Est. Donc c'est vrai que j'ai traité ces questions aussi.
Et j'ai remarqué un certain paradoxe, en fait, c'est que des étrangers en situation irrégulière qui sont interpellés pour des motifs de trouble à l'ordre public sont moins souvent renvoyés que des familles, par exemple. Moi, j'ai eu l'occasion de voir des familles qui étaient interpellées la veille pour repartir directement le lendemain. Donc, c'est vrai qu'en fait, on a l'occasion de voir ces types de paradoxes, et je voulais savoir si, notamment dans le nouveau projet de loi relatif à l'immigration, donc le ministre de l'Intérieur va proposer, est-ce qu'il y avait des mesures relatives à ce paradoxe? Merci. Dans le texte qu'il m'avait montré au mois de juillet, j'ai rien vu de tout ça. Il m'avait dit on passera le texte au mois de septembre, en octobre, il est au Sénat, donc devant la commission des lois. Et j'apprends fin juillet qu'il est reporté au mois de janvier prochain, avec un débat au mois de décembre. Je ne sais pas si on verra son texte. Enfin, je pense qu'on verra son texte, mais pour des raisons politiques, une fois plus, je ne suis pas sûr qu'il puisse aller jusqu'au bout de ce qu'il veut. Donc, nous, on va faire une proposition, mais ce que vous évoquez, le sujet que vous évoquez, c'est typique de l'injonction paradoxale dans notre pays. C'est vraiment incroyable. Il y a des gens qui sont en situation régulière, qui commettent des infractions qu'on ne peut pas renvoyer, en raison d'ailleurs de distinction de procédure, parce que la procédure d'expulsion, vous le savez, est de caractère administratif, et la procédure pour refus d'obtempérer ou autre est judiciaire. Et tant que vous n'avez pas le tribunal judiciaire qui a jugé la décision et qu'elle soit définitive, eh bien, on perd un temps monstrueux et on n'y arrive pas. Donc ça, je pense qu'il faut arriver à être beaucoup plus efficace. Pour être plus efficace, c'est plutôt une unité de procédure qu'il faut mettre en place. C'est ce que préconise un peu le Conseil d'État. Mais naturellement, que les choses soient claires entre nous. Ce n'est pas parce qu'on modifie une procédure ou qu'on la simplifie que les droits du défendeur ne sont pas établis et respectés. Il faut que les choses soient claires. On est dans un pays qui est un état de droit. Il y a des gens qui sont en situation régulière qui ont parfois des arguments à faire valoir. Il y a des raisons qui parfois sont réelles. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on fait. Et dans les situations comme celle-ci, ça devrait être beaucoup plus simple. Alors, du coup, la famille qu'on a récupérée en CRA, elle monte dans l'avion, elle s'en va. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas qu'elle le fasse, mais en tous les cas, on a vraiment le sentiment que c'est plus facile pour elle que pour le gars qui commet des infractions, c'est clair. Une autre question? Moi, c'est Gabrielle Vast. Alors, j'avais une question pour poursuivre le terme de non-assistance à personne en danger. Et en plus de cela, pour respecter juste les valeurs de la France qui sont liberté, égalité, fraternité, est-ce qu'on a le droit de porter soutien à des migrants en situation irrégulière pour des besoins humanitaires ou pas? Cela a été jugé par le tribunal correctionnel de mémoire, tribunal administratif, non, tribunal correctionnel, dans les Alpes-Maritimes ou dans les Hautes-Alpes, puis ensuite confirmé par la Cour de cassation. Ce qui est interdit, ce n'est pas d'aider quelqu'un. Ce qui est interdit, c'est de monter un réseau d'aide pour le maintenir sur le territoire. Est-ce que vous sentez la différence? Pas trop, hein? Bon, voilà. Monsieur est en situation irrégulière. Il arrive sur le territoire national, il arrive ici à Lyon. Ah, il a faim, il a froid, c'est l'hiver. Bon, on peut lui donner à manger, on peut lui donner un vêtement. Il n'y a pas de problème. On ne me reprochera jamais d'avoir fait ça. Et heureusement d'ailleurs. En revanche, il y en a 15 qui attendent dans le couloir. C'est très organisé. Et en même temps, je me fais un peu rémunérer pour ma gentillesse. Là, je vais au tribunal, direct. C'est moi qui suis poursuivi. Ce qui me paraît parfaitement normal. Donc, la distinction, c'est celle-là. C'est celle qui a été établie par la Cour de cassation. L'enjeu étant d'éviter la constitution de réseaux, les réseaux favorisant l'installation ou le passage. C'est ce qui s'est passé dans la vallée de la Vésubie, hein, dans les Hautes-Alpes, hein, au-dessus de Nice, la vallée de la Roya. Et à travers les montagnes, il y avait un gars qui faisait passer tout le monde, un réseau très, très organisé. Et en plus, il n'y avait pas que de l'humanitaire, il y avait aussi un peu d'économique dedans. Voilà, c'est ça le distinguo. Bonjour, Amaury Jonot, bachelor de première année. Comment est-ce que vous expliquez qu'une grande majeure partie des obligations de quitter le territoire, donc les OQTF, ne soient pas respectées en France? C'est ma simple question. Oui, principalement pour des raisons, je vous dis, il y a deux aspects. Il y a un aspect réel, la difficulté d'obtenir des pays sources des laissez-passer consulaires. Pas de tous les pays, mais c'est le problème majeur, c'est celui-là. Le deuxième, c'est que la loi privilégie pour un étranger en situation régulière l'assignation à domicile plutôt que le placement en rétention administrative.
La différence, c'est quand vous êtes en rétention administrative, enfin, c'est bien gentil, mais c'est une forme de prison, quoi, disons les choses. Enfin, c'est un lieu fermé. Bon, il fonctionne différemment d'une prison, mais c'est un lieu fermé. Et que vous avez un délai de 45 jours, qui peut être prolongé à 90 jours dans certaines conditions, pour renvoyer la personne dans son pays d'origine. Si à 45 jours, vous ne l'avez pas fait, il faut le remettre dehors. Une fois que quelqu'un est en situation régulière qui veut rester sur le territoire et dans la nature, il faut dire les choses comme elles sont, il va tout faire pour ne pas se faire prendre. Hein. On sera à sa place, on ferait bien la même chose. Et puis sinon, vous êtes assigné à résidence. Alors, moi, je suis en situation régulière, on m'a attrapé, on ne me met pas en rétention parce qu'on estime que, bon, j'ai une cravate, ça peut peut-être aller, mais on va me placer en résidence chez monsieur, là, qui habite à Lyon, par exemple, et qui accepte de me recevoir. Je vais rester 2 jours chez lui, puis je vais partir, puis avant qu'on me retrouve. Donc, c'est ça la difficulté. Et comme on a un nombre très important de gens en situation régulière, on n'arrive pas à faire face. Et si au moins on avait l'obtention de laissez-passer consulaires dans certains pays sources, on pourrait améliorer le système. Il y a d'autres phénomènes. Il y a des phénomènes de procédure. Parce que vous avez un double degré de juridiction, administratif et judiciaire. La procédure des étrangers est une procédure administrative. Mais dès lors qu'il y a privation de liberté, il y a une procédure devant le juge des libertés et de la détention. Donc le judiciaire s'en mêle. Et il se trouve que parfois, ils ne sont pas d'accord. C'est même souvent qu'ils ne sont pas d'accord. Donc, résultat des courses, l'administration place en rétention, puis le juge des libertés dit non dehors. Les conditions d'arrestation ne sont pas bonnes, tas de choses. Donc, on a une lourdeur administrative qui est très, très compliquée. Mais une fois de plus, je veux bien être clair avec vous, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter les droits de la personne qui est poursuivie. Hein. Il y a des gens qui sont remis dehors, et tant mieux, hein, d'ailleurs, parce que parfois, c'est un peu compliqué. Une question ici. Bonsoir, sénateur. Alexandra Thomé, je suis en 2e année de master et en alternance à la préfecture du Rhône. Quand vous avez évoqué les différences entre l'immigration et l'immigration régulière, immigration régulière, pardon. Dans le menton, comme ça. Sous le menton, ok. Et l'immigration régulière, vous avez parlé de l'intégration et que c'était une faiblesse française. Oui. Pour vous, dans quelle mesure et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer cette intégration? Je pense qu'il faut se donner plus de moyens. Alors, ça se traduit toujours par de l'argent. Forcément, c'est un budget, hein, évidemment. Mais l'apprentissage de la langue, la maîtrise du français. Aujourd'hui, on est beaucoup trop juste dans la maîtrise du français. Ça, c'est essentiel. C'est le point principal, j'allais dire. Parce qu'après, pour trouver un travail, c'est le point principal parce qu'il faut trouver un travail, parce qu'il faut pouvoir vivre dans une ville comme Lyon ou une autre. Il y a des démarches administratives à faire et ne pas être dépendant de qui que ce soit. Le piège, c'est d'être dépendant de tas de réseaux, de tas de choses. Donc, principalement, c'est d'abord l'apprentissage de la langue. Ça, vraiment, il faut là-dessus un très, très gros effort. Le nombre d'heures, à l'époque du petit événement dont je vous avais parlé, c'était de 144 heures de formation. Aujourd'hui, on doit être à 170 ou 180, si tant est que ce soit respecté. Bah, vous êtes peut-être au service des étrangers, je ne sais pas, à la préfecture. Mais c'est nettement insuffisant. Donc ça, c'est le point majeur. Et puis le deuxième point, qui me paraît fondamental, il ne faut pas se tromper non plus, c'est les valeurs de la République. Quand on vit en France, connaître comment ça fonctionne. On ne fonctionne pas comme les Anglais, on ne fonctionne pas comme les Italiens, on ne fonctionne pas comme les Suédois, ni les Allemands d'ailleurs. On ne fonctionne pas comme beaucoup d'autres pays au monde. Et donc, il faut bien expliquer ce qu'est la France, d'où elle vient, quelles sont ses règles, quelles sont ses valeurs, et ce sur quoi on est intransigeant. Ça me paraît normal. Aller expliquer la laïcité, c'est compliqué. Hein. Bonsoir, monsieur le sénateur. Je m'appelle Jean-Mathieu, je suis étudiant en 2e année. Vous avez mentionné la place des pays du Maghreb dans une sorte de bras de fer avec la France, notamment vis-à-vis des laissez-passer consulaires. Pour vous, quelle est la meilleure manière de remporter ce bras de fer et de réussir à exécuter les OQTF? Je pense qu'avec le Maroc et la Tunisie, les choses fonctionnent beaucoup mieux aujourd'hui. Avec l'Algérie, on est toujours dans l'histoire. Il faut dire les choses comme elles sont. On est toujours dans l'histoire, on n'en est pas sorti. Et il y a toujours cette relation, je ne sais pas si un compte rendu, de je t'aime moi non plus. C'est un peu ça quand même. Avant d'être du droit, il y a aussi un peu de ça. Je crois qu'à un moment, il faut clarifier les affaires. Il y a eu une période, voilà, la France était en Algérie. Aujourd'hui, c'est fini depuis 1962. Donc, l'Algérie fait ce qu'elle a envie de faire, la France fait ce qu'elle a envie de faire, il y a des accords, et puis voilà, et puis chacun respecte les règles. C'est le seul moyen. Donc, c'est cette clarté-là qu'il faut arriver à rétablir.
elle est absolument essentielle. Parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Donc, je crois que voilà, faut être simple, en fait. Il ne faut pas chercher midi à 14 h. On y arrive assez bien avec les Tunisiens, on y arrive assez bien avec le Maroc. La fin n'est pas la même. Quand la France s'est retirée du Maroc ou de Tunisie, ce n'est pas la même chose. L'Algérie, ça a été douloureux, très douloureux. Et on voit bien que ça l'est encore. C'est sensible. Et du coup, ça pollue un peu cette relation qui devrait être, entre guillemets, de coopération normale, comme on a avec tous les pays du monde, ou quasiment. Bonjour, monsieur le sénateur, Noah Tahor, en deuxième année de bachelor. Alors, j'ai eu la chance ou la malchance, je ne sais pas comment le dire, d'avoir séjourné à un foyer et donc d'avoir pu être en contact avec des MNA, mineurs non accompagnés. Pourquoi une gestion si terrible de ces mineurs? J'habitais à la frontière franco-espagnole au niveau de Perpignan. Je voyais des jeunes qui étaient traînés d'hôtel en hôtel, parfois très très jeunes, à qui on accordait très peu d'importance, à qui des fois on parlait assez mal. Ça m'a beaucoup touchée. Et je voulais savoir pourquoi une gestion, alors peut-être c'est spécifique à Perpignan, spécifique à l'ASE dans laquelle j'étais, mais pourquoi ces mineurs étaient un petit peu délaissés? Sur les mineurs, c'est un phénomène qui est assez récent et avec la frontière espagnole, c'est encore plus récent puisque ce sont des jeunes qui en général quittent le Maroc, remontent par l'Espagne à Ceuta Melilla, au détroit de Gibraltar, traversent en Espagne et ensuite des gens les récupèrent et les ramènent sur le territoire national, ce qui fait que Bayonne et le secteur positif, vous avez vu. Bon, il y a deux choses sur les mineurs. Et moi, j'ai vu des choses formidables. Je me souviens d'avoir visité à Taverny, en région parisienne, un centre pour mineurs isolés qui était tenu par la Croix-Rouge avec un travail fantastique, à telle enseigne que les jeunes avaient un job, ils avaient une formation et qu'à 18 ans, ils étaient régularisés et ils trouvaient un travail et ils faisaient leur vie en France. Donc ça marchait très bien. Mais c'est la crise de 2016 qui a mis un peu le feu aux poudres. C'est-à-dire qu'après une vague d'arrivée d'adultes, on a vu arriver des jeunes, mais pas liés à la crise elle-même, qui étaient liés à d'autres stratégies, et notamment d'autres stratégies de pays étrangers qui ne pouvant pas... il y a deux aspects. Soit ce sont des pays où traditionnellement il faut partir, notamment les pays d'Afrique subsaharienne principalement, soit c'est lié à des pays qui sont en crise, qui ne sont pas capables d'apporter une formation et un avenir à leurs jeunes, et les gens disent, nous on s'en va, on va voir ailleurs. Et d'un seul coup, il y a eu énormément de monde. Alors, ce sont les départements qui gèrent l'accueil, qui gèrent l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, pour ceux qui ne savent pas. Ce sont les départements qui gèrent ça. Et il y a une forme de... C'est comme toujours. On n'est pas clair dans notre tête dans cette affaire-là. Il y a des jeunes qui sont véritablement isolés. Donc, il faut prendre en main, gérer correctement, dans de bonnes conditions. Globalement, les départements y arrivent, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et puis, il y en a qui sont aussi dans des réseaux. Et c'est de ça, en fait, dont les gens se méfient. Ce qui explique, les administrations se méfient. C'est ce qui explique d'ailleurs une certaine forme de réticence à la gestion. Et puis, il y a toujours la question, et ce qui fait problème, c'est la question de la détermination de l'âge réel. Entre quelqu'un qui a 17 ans et demi et quelqu'un qui a 18 ans et 3 jours, moi, je ne fais pas bien la différence, sauf si une barbe comme ça, je ne suis pas sûr qu'il ait 18 ans. Donc, il faut... c'est tout, il y a une sorte de... Comment dire? Une méfiance qui se met en place, qui explique ces gestions difficiles, notamment que vous avez connues, parce que je vois très bien le flux massif qui arrivait d'Afrique du Maroc. D'un seul coup, les services sont débordés, ils n'ont plus les moyens. C'est plein partout. Et par contre, dans d'autres départements, ça se passe très différemment. Je pense à Lyon en particulier. Le département du Rhône gère très très bien les choses. Mais c'est bien d'être là. C'est bien d'être là. Mais c'est une expérience. Je n'ai rien à dire, mais ce que vous témoignez est une réalité. C'est clair. Une fois de plus, on n'est pas suffisamment tranché dans notre esprit là-dessus. Bonjour, monsieur le sénateur. Je suis Alexandre en 3e année. J'ai 2 questions à vous poser. La première concerne le Maroc, vu que j'y avais été et j'avais vu des réfugiés justement africains. Et certains d'entre eux avaient conscience qu'ils étaient une arme de pression migratoire aux mains du roi Mohamed VI pour faire pression sur l'Espagne. Je voulais savoir et sur l'Europe. Oui, sur l'Europe. Et qu'est-ce que le roi gagnait et qu'est-ce qu'il était parvenu à faire comme accord? Et ensuite, la deuxième question, c'était sur l'influence des
des réseaux Soros. Je me suis documenté. Je voulais savoir ce que vous trouvez de l'influence des réseaux Soros sur la migration illégale. Et voilà, Open Society. Elle est réelle. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui un certain nombre de réseaux qui sont pour plus de frontières nulle part, tout le monde circule librement et qui animent un certain nombre de réseaux de migration. Ça, c'est une réalité. Alors, ce n'est pas forcément la majorité de tout ce qui se passe, mais c'est une réalité. Et ça, il y a une lutte qui est menée, qui est politique cette fois-ci, contre cette façon, cette vision des choses, cette façon de voir les choses. Mais qu'en revanche, un gouvernement, quel qu'il soit, ou un pays, en l'occurrence, vous citez le Maroc, utilise cette migration des jeunes ou d'autres pour faire pression sur l'Europe, c'est réel. Quand je suis allé à Rabat, j'ai bien compris qu'on m'a expliqué en fait qu'on attendait que l'Europe débloque des fonds. Je ne sais plus pour quelle aide, c'est une aide économique, sauf erreur de ma part, débloque des fonds. Mais tant qu'elle ne débloquait pas les fonds, voilà, ils ne pouvaient pas garder leurs jeunes, quoi. Une fois que les fonds sont débloqués, on les garde un peu plus. Donc ça devient, c'est abominable de ça. Je vous signale quand même, c'est effrayant. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir conscience que certains États ou certains pays peuvent utiliser leur jeunesse, des personnes, à d'autres fins que celles pour, enfin pas d'autres fins, mais utiliser des personnes pour obtenir d'autres objectifs. Hein. Ça, c'est pas possible. Alors après, ça s'était calmé. Hein. Moi, j'y suis allé il y a un moment déjà. Ça s'était calmé, mais ça, du coup, les autres pays, les Espagnols, je me souviens, étaient très durs. Très, très durs. Et la coopération, d'ailleurs, entre la France et l'Espagne fonctionnait très, très bien. Migration, arme d'influence géopolitique. Oui, c'est ça. Une dernière question, sinon je laisse conclure ici. Bonsoir, monsieur le sénateur. Pauline GS, en troisième année de bachelor également. Je voulais savoir, pour conclure, justement, quelles sont les grandes orientations que vous préconiseriez, entre guillemets, à la France et quel est le chemin que vous pensez qu'on doit adopter, justement, entre des extrémismes et finalement le juste milieu pour accueillir toutes ces personnes? Je pense qu'il faut adopter le chemin de la responsabilité. D'abord, je pense que l'Europe doit essayer d'harmoniser ses positions et qu'un des grands sujets pour l'Europe, c'est la protection de ses frontières extérieures, c'est-à-dire au périmètre de l'Europe, qu'elle puisse contrôler très fermement les arrivées sur le territoire européen. Ça veut dire ensuite qu'au cœur de l'Europe, moi je suis favorable au maintien de l'espace de liberté qui existe à travers Schengen. C'est d'abord un espace de liberté économique, mais moi, quand j'étais étudiant, que j'avais votre âge, quand on disait qu'il fallait aller à l'étranger, on faisait des voyages en Angleterre ou des trucs comme ça, mais c'était une fois par an, c'était un truc complètement dingue. C'était déjà une aventure. C'est plus votre cas aujourd'hui. Il y a bien longtemps que c'est fini tout ça. Donc il y a un espace de liberté qui s'est créé en Europe. Des échanges économiques, culturels, tout ce que vous voulez, ça, il faut le conserver, le préserver, évidemment, de façon très puissante. Pour ça, ça veut dire qu'il doit y avoir un contrôle qui doit être effectué à l'entrée pour on vive dans un lieu tranquille, agréable, tout ce que vous voulez. Et puis, à l'échelle de la France, c'est qu'il faut que la France détermine ce qu'elle veut réellement. Ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une immigration régulière qui soit suffisante pour répondre à ses besoins et permettre une liberté de venir sur le territoire, une fermeté essentielle sur l'immigration irrégulière, et quand on protège nos réfugiés, quand on accorde le statut de réfugié, on va au bout et on intègre les gens au bout. Alors, on les intègre correctement et on se donne les moyens de les intégrer correctement pour qu'ils vivent correctement dans notre pays. Moi, mon principe, c'est qu'une fois que vous avez contrôlé quelqu'un, si je contrôle par exemple monsieur, sur ses papiers, d'où il vient, qui il est, où il va, une fois que le contrôle est fait et que tout va bien, il faut lui ficher la paix, quoi. Il vit sa vie, sauf s'il commet des actes de délinquance ou criminels, évidemment. Mais sinon, il faut lui laisser vivre sa vie. Ça, je pense que c'est absolument essentiel. Mais pour avoir préservé cette liberté qu'est la nôtre, cette qualité qu'est la nôtre, il faut en amont nécessairement avoir un contrôle qui soit un contrôle beaucoup plus strict. Prenez les États-Unis. Peut-être certains d'entre vous sont déjà allés aux États-Unis. Vous avez vu les démarches qu'il faut faire pour rentrer aux États-Unis? En revanche, une fois que vous avez passé la frontière, vous êtes en principe à peu près tranquille, sauf si vous commettez une infraction au code de la route. Mais le Canada, c'est pareil. Donc nous, on est un peu angélique. Une fois de plus, mon propos ne doit pas être détourné. Moi, je pense que la France a beaucoup à apprendre, elle a beaucoup à donner aussi, dans le bon sens du terme. Hein.
pas seulement menaçante et trébuchante, mais elle a des valeurs, elle a des principes, une grande puissance, et donc il faut qu'elle accepte de s'organiser clairement. Il n'y a pas pire mépris à l'égard de ceux à qui vous ne donnez pas la règle du jeu. Et entretenir les gens dans le flou, peut-être que tu auras, peut-être que tu n'auras pas, et des gens qui sont en situation régulière sur le territoire depuis 10 ans. Quand j'étais maire, je suis un peu long, je m'excuse, hein, mais on a jusqu'à 23 heures, vous m'avez dit. Quand j'étais maire, je me souviens d'une famille qui vient me voir, qui me dit, monsieur le maire, voilà, on est en situation irrégulière, bon, nos enfants sont à l'école et ça fonctionne. Je fais une démarche, je me débrouille, on trouve une solution pour eux. Les filles étaient premières de classe tout le temps, elles y étaient depuis 4 ans. C'était complètement aberrant de dire à cette famille, vous reprenez l'avion demain matin, ça ne tenait pas debout 2 secondes. Donc la réponse qui doit être apportée à quelqu'un qui est en situation irrégulière, elle doit être rapide. Et arrêtez de promener les gens. Parce que vous verrez dans votre vie, vous l'avez sûrement vu, il vaut mieux savoir que c'est non, mais c'est clair. Et quand c'est oui, mais c'est pas oui peut-être. C'est pas non, mais on verra. Et parce que humainement, c'est insupportable. Et on crée des frustrations qui sont terribles. Et je pense que c'est pire que tout le reste. Et je pense que moi, je préfère avoir un discours clair, précis, en disant voilà comment ça se passe. Et puis voilà, les gens se calent, les gens sont intelligents, ils ne sont pas plus idiots que les autres. Hein. On m'a appelé ce week-end, pas ce week-end, la semaine dernière, toujours dans ma bonne ville d'Oulin. Il y a une petite dame qui s'occupe des réfugiés. Elle est sympa comme tout. Elle me dit j'ai 4 dossiers à vous soumettre. Moi, chaque fois qu'elle me voit au marché, elle me donne des dossiers dans mon sac. Bon, ça, c'est pas très grave. Mais sincèrement, quand je regarde ces dossiers, les gens sont en France depuis quasiment 7-8 ans. Un des enfants a passé le bac et de surcroît avec mention. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense que pour le coup, il y a une responsabilité de notre système, qui est un système beaucoup trop lent. S'il fallait dire non, il fallait dire non quand ils sont arrivés. C'est non, bon, voilà, c'est non. Mais pas attendre 10 ans pour leur dire peut-être que vous allez être obligé de repartir 10 ans après. Ça ne tient pas debout, ça. Pas sérieux. Et c'est cette clarté-là que je réclame, moi. Et quand on protège quelqu'un, on le protège jusqu'au bout. Ça, c'est essentiel. Merci beaucoup. Alors moi, malheureusement, on est arrivé au bout du temps. Je voudrais juste vous poser une question. Qu'est-ce que vous avez pensé de la qualité de ce qu'on a entendu? Moi, je vous avoue que je suis bluffé. Vous avez devant vous des étudiants de première, deuxième, troisième année, quatrième. Alors, vu qu'on vous a flatté en arrivant, qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu des questions et en toute honnêteté? C'est important qu'ils l'entendent aussi. Non, mais ce sont des questions pertinentes que vous posez. C'est des questions j'allais dire, c'est une question, des questions de bon sens. C'est des questions où on se les pose tous, ces questions-là. Et je crois que si on veut que ça marche, quand les choses sont très, très compliquées, il faut souvent des réponses assez simples et qui soient de bon sens. Mais vous posez les bonnes questions. Vous posez les bonnes questions. Mais il faut qu'on arrête dans ce pays, dans notre pays, et ça a évolué un peu, mais ça repart là, de faire de l'immigration un étendard permanent de politique au mauvais sens du terme. L'immigration, c'est de la politique. Et c'est normal qu'on fasse de la politique, l'organisation de la cité, qu'un pays s'organise, fasse des choix, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Et que ça devienne un événement d'agitation permanent, ça nous emmènera un jour quelque part où il ne faut pas aller, quoi. Ça, c'est sûr. Et les questions que vous posez sont excellentes. Moi, je vous souhaite de continuer comme ça. Il faut être un peu impertinent, toujours. Toujours. Et curieux, surtout. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, monsieur le sénateur, merci. Merci à vous toutes et à vous tous pour la profondeur et la pertinence de vos questions. J'espère que vous avez retiré beaucoup de choses de cette allocution. Je vous rappelle que demain, vous allez avoir à Paris, mais vous pourrez le suivre en ligne si vous le souhaitez, la conférence de Gilles de Rebien, qui est l'ancien ministre de l'Éducation, mais également le président du Conseil stratégique de l'Îlerie. Et la semaine prochaine, vous aurez à Paris la chance d'avoir le président de Greenpeace France, Monsieur Juillard, et à Lyon, vous aurez Madame Benrad, qui est une spécialiste reconnue au niveau européen des questions du Moyen-Orient. J'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à suivre toutes ces conférences. Merci à tous.